faut qu'on le fasse pour les enfants, même par des enquêtes individuelles. J'ai beaucoup aimé ce film, parce qu'il est marquant. Nous, on a fait avec Harkis Dordogne, on a enregistré tous les Harkis et les Pieds Noirs pour avoir une base mémorielle au sein des archives départementales. Et je trouve que ton film, Lucie, rejoint ce que nous on fait, qu'il ne faut pas oublier d'en parler. Et moi, je te remercie beaucoup du choix de ce film parce que c'est percutant. J'ai adoré, Yamina, j'ai adoré votre franc-parler. Donc moi je voulais vous le dire parce que je faisais le parallèle sur le droit de mémoire, le devoir de mémoire surtout. Et pour moi c'est très important qu'on laisse à nos enfants une histoire qui est dite différemment des livres d'histoire. Je sais que j'en regarde souvent, donc je suis vraiment très heureuse et de ce film, de votre témoignage, Nina, Lucie, de cette prise de conscience, mais qu'on ne parle pas des gens, voilà, on fait des castes, les films noirs, on a fait pareil, je pourrais en raconter pendant des heures et des heures, j'ai des archives comme ça, mais voilà, c'est bien d'avoir montré, battez-vous encore, battez-vous toujours, et je passe la parole à Madame. Je suis très touchée que ce soit une femme qui ait fait ce film. Je vais vous dire pourquoi. C'est parce que je sens que vous êtes approchée autant des papas que des mamans finalement. Et les mamans en Algérie ne parlent pas, ne prennent pas toujours la parole, et surtout cette génération. Mais quand j'entendais les papas dans le reportage, le film que vous avez fait, qui disait « elle ira à l'école, laisse-la, elle ira à l'école », il parlait aussi à sa femme. Parce qu'il lui disait, toi tu as cette mémoire ancestrale et maternelle qui transmet à la fille de se marier, d'avoir des enfants, mais elle ira à l'école. Ça devait avoir une répercussion énormément positive sur la maman aussi, parce qu'il se disait, on n'a pas eu la chance de nous, mais la génération qui vient, elle ira à l'école, et la douceur et le bonheur dans le regard de ses pères quand les filles réussissaient, ou réussissent, parce que c'est encore le cas. Pour moi, c'est énorme, mais ça, je pense qu'une femme perçoit ça. Et dans le film, on le voit aussi. Et Yamina, si elle dit qu'elle s'est faite par l'école, elle n'a jamais quitté l'école, ben, je peux la comprendre, parce que je fais partie de ces femmes-là aussi. Même si je ne suis pas fille de Harkis, je suis mariée à un Kabyle. Papa était immigré, et mon mari est né en Algérie. Il est venu faire ses études en France. Et pour nous, l'émancipation, c'est l'école. Et dans ce film, quand elle va voir sa maîtresse, et que la maîtresse lui dit « tu écris bien », et qu'elle lui dit « j'ai toujours aimé le français », c'est beau, hein, c'est touchant. Vraiment, bravo pour votre film. Un petit mot, simplement pour dire aussi qu'il faut toujours relativiser les choses. C'est-à-dire que si effectivement, tu as raison de dire que beaucoup d'enfants de Harkis, d'anciens Harkis, ont été orientés vers des filières, secrétariat, couture, ça, c'était vrai aussi pour les enfants de classe populaire. Il ne faut pas l'oublier. Il n'y a pas besoin d'être un spécialiste de Bourdieu pour savoir que, effectivement, voilà, l'orientation scolaire, elle est d'abord faite sociale, et que les enfants d'anciens Harkis, ben, c'était des classes populaires. Voilà. Bonjour, Alain Ferki. Je suis responsable d'une association de Harkis de la Atlantique et j'interviens en tant qu'enfant de Harkis et surtout en tant que citoyen, parce que c'est très important. J'aimerais intervenir juste sur 2 ou 3 points sur le reportage. Lorsqu'on parle de la motivation des Harkis à rejoindre les rangs de l'armée française, effectivement, il y a eu des exactions du FLN par la violence. Mais ensuite, il y a une chose dont on ne parle pas beaucoup, hélas, c'est ce qu'on a appelé les zones
que l'armée avait décrété pour interdire à toute population se trouvant sur ces zones interdites, parce que c'est comme ça qu'on les a pris. Soit ils étaient tirés à vue, soit on les emprisonnait. Alors le réflexe, c'était d'aller vers ce qu'on appelait les camps de regroupement devant les casernes. Il faut savoir que sur, je crois, 6-7 millions d'habitants de l'époque, on avait tout de même mis de côté entre 2 et 3 millions d'habitants de Harki, qu'on avait mis dans ces camps de regroupement. Il faut se remettre un peu sur la situation de l'époque, où les Harkis étaient des paysans, donc je crois qu'il faut parler même de la population, ce qu'on appelait la population arabe en Algérie. C'était des agriculteurs. Ils n'avaient peut-être pas grand-chose au niveau d'une propriété, mais ils avaient tout de même quelques lopins de terre pour pouvoir vivre, si ce n'est survivre. Imaginez ces populations se retrouver sans rien dans ces camps de regroupement, et on leur proposait l'armée, même venait leur proposer de rejoindre les rangs de l'armée française avec un petit solde pour pouvoir nourrir leur famille. Ça, c'est quand même important. Et je voudrais quand même vous dire que 1975-2025, c'est le cinquantenaire de la révolte des enfants de Harki. Je crois qu'il faut saluer tous ces enfants qui se sont révoltés. Et pour reprendre un peu les propos de Yamina Chalabi, les enfants de ma génération, à un moment donné, ils avaient marre de voir leur père courber le dos, courber les chines devant l'autorité des directeurs de camp. Et ensuite, ils sont arrivés à cette conclusion, c'est qu'il fallait se battre. Voilà. Il fallait s'unir, se battre pour essayer un peu de faire tomber les barbelés et les portails. Et c'est à partir de là que, petit à petit, que la parole peut se libérer, autant au niveau, en tout premier lieu, des fils de Harki, et quelques années après, ce sont les filles qui ont rejoint les garçons, et qui aujourd'hui ont un plaisir de voir un peu ce reportage. Je salue le travail de la réalisatrice de ce documentaire et des intervenantes qui ont tenu. Là aussi, ça reste toujours des témoignages. Mais ce sont des témoignages. Pardon, vous avez une question? Non. Pas de question, c'était juste. Excusez-moi, je suis peut-être un peu trop long. Mais voilà, c'était juste sur ce point sur lequel je voulais intervenir. Merci pour ce témoignage. Vous voulez dire quelque chose? Juste revenir sur un terme qui a été employé hier par mon collègue, l'urgence éducative. Si les femmes sont au cœur de ce récit de vie, il y a l'école qui est au cœur également. Et l'urgence éducative, puisque hier ça a été un point que tu as abordé, Bernard, je ne suis pas dans l'impulsité, on était sur des problématiques d'exclusion, de racisme, hier sur le débat d'hier. Mais l'école est au cœur de ce documentaire. Pourquoi? Parce que c'est l'école qui permet aux individus de s'émanciper. Et nous avons aujourd'hui une problématique majeure au sein du système scolaire, c'est que les élèves se désignent. Une question qui revient sans cesse, c'est celle de l'identité. On a des élèves qui naissent sur le territoire français, et puis on a des classes qui sont davantage, il y a plus de mixité que par le passé, même s'il en faut toujours plus, et que cette question-là est loin d'être aboutie, bien loin d'être aboutie. On a au cœur de nos classes des élèves qui se désignent par une origine, une couleur de peau, une mémoire qu'ils convoquent. Et il faut retravailler au sein de nos écoles pour que nos écoles deviennent le creuset de populations qui se mélangent sans qu'il y ait d'exclusion ni de rejet de qui que ce soit, pour que les élèves vivent les uns avec les autres. Et juste femme de combat, moi très honnêtement, je ne suis pas une femme de combat. Humblement, je suis quelqu'un qui a des convictions. Et la conviction, c'est qu'on peut vivre avec l'autre sans souci. Et il y a eu des périodes plus houleuses que d'autres où il y avait des espèces de colibés que je traite et ainsi de suite. Ces questions-là, elles sont loin d'être passées de mode. Elles reviennent. Et elles reviennent au plus notre société est fragilisée, au plus ces questions-là reviennent. Donc, c'est dans l'école, et l'école n'est que le réceptacle de ce qui se passe autour. Voilà, attention à ça. Et je suis sensible, moi, à ces questions dites sensibles qu'on a du mal à aborder, vous voyez.
Oui, tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Yamina. En même temps, on ne peut pas tout demander à l'école. C'est ce que je disais hier. Ouais. C'est exactement ce que je disais hier. Oui, et du coup, c'est très important ce que la LECRA fait, ce que vous faites, par les livres, par les documentaires, pour faire connaître cette histoire. Parce qu'enfin, c'est une banalité, mais qu'on ne répétera jamais assez, c'est que le racisme, c'est aussi nourri par l'ignorance, par la méconnaissance. Et c'est donc important de faire des films, d'écrire, et surtout d'essayer donc de diffuser par exemple les documentaires sur des chaînes grand public, de faire que les livres se vendent, parce que sinon, le problème c'est qu'on prêche toujours les convertis, quoi. C'est-à-dire qu'on parle d'antiracisme à des gens qui sont antiracistes, mais c'est pas. Moi j'ai envie de faire des conférences devant un autre public, je vous adore, c'est pas la question, mais avec des gens qui ne seraient pas d'accord avec moi pour essayer de. Et ça c'est une chose. Puis dire aussi que l'écriture, ça libère. Je veux dire, aujourd'hui, il y a énormément d'enfants d'anciens harkis qui écrivent leur histoire avec plus ou moins de talent, mais même si ça ne deviendra pas des prix Goncourt et des best-sellers, ça leur fait du bien. Et puis il y en a qui ont du talent et qui font des beaux livres. C'est le cas de Bayastref qui est ici, qui est invité par le festival et qui a fait un très beau livre qui s'appelle Les hasards exagérés. C'est pas exagéré de dire que c'est important de lire ces livres et de les faire connaître. Merci. Merci.